Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va percer l'un des plus grands mystères des mathématiques, de l'art et de la nature. Avez-vous déjà remarqué que certaines choses, comme la coquille d'un nautile, la pyramide de Gizeh ou même la Joconde, partagent une proportion étrangement parfaite? Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'œuvre du nombre d'or. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Ne vous inquiétez pas besoin d'être un génie des maths pour comprendre. Imaginez une ligne. Vous la coupez en deux morceaux inégaux. Si le rapport entre la longueur totale et le grand morceau est le même que le rapport entre le grand morceau et le petit morceau, félicitations, vous avez trouvé le nombre d'or. Ce nombre magique, souvent désigné par la lettre grecque phi, vaut environ 1618. Mais ce n'est pas juste un chiffre abstrait. C'est un principe de design universel. On le retrouve partout, de l'architecture antique au logo des plus grandes marques d'aujourd'hui, comme Twitter ou Pepsi. Pourquoi? Parce que notre cerveau semble programmé pour trouver les objets basés sur cette proportion particulièrement beau et harmonieux. C'est comme une recette secrète pour l'esthétique parfaite. Maintenant, parlons d'un concept très lié au nombre d'or, la suite de Fibonacci. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est une séquence de nombres très simple où chaque nombre est la somme des deux précédents. On commence avec 0 et 1, puis 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 et ainsi de suite, à l'infini. Quel est le rapport avec le nombre d'or, me direz-vous? Eh bien, voici la magie. Si vous divisez un nombre de la suite par celui qui le précède, plus vous avancez dans la suite, plus le résultat se rapproche de 1,618, notre fameux nombre d'or. Par exemple, 13 divisé par 8, ça fait 1625. 21 divisé par 13, ça fait 1615. Plus les nombres sont grands, plus la précision augmente. C'est une connexion incroyable entre deux concepts mathématiques apparemment distincts. Et cette connexion ne s'arrête pas là. Elle prend une forme visuelle spectaculaire, la spirale dorée. Imaginez que vous dessinez des carrés dont les côtés ont les longueurs des nombres de la suite de Fibonacci. Un carré de 1 signe, à côté un autre de 1 signe, puis un de 2, un de 3, 1 de 5, etc. Si vous reliez les coins de ces carrés avec un arc de cercle, vous obtenez une spirale parfaite. C'est la spirale dorée. Cette spirale est le modèle de croissance de nombreuses choses dans la nature. Regardez bien le cœur d'un tournesol. Les graines sont disposées en deux ensembles de spirales qui tournent dans des directions opposées. Le nombre de spirales dans chaque direction correspond souvent à deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci, comme 34 et 55. C'est la manière la plus efficace pour la plante de tasser un maximum de graines. On retrouve cette même spirale dans la forme des pommes de pin, des ananas, des ouragans et même des galaxies lointaines. La nature est une mathématicienne hors pair, mais revenons sur Terre et même à notre propre corps. Le nombre d'or est aussi présent dans les proportions du corps humain. Bien sûr, il faut faire attention. Le nombre d'or est tellement fascinant qu'on a parfois tendance à vouloir le voir partout, même là où il n'est pas. Certains exemples relèvent de plus du mythe que de la réalité scientifique. Mais cela n'enlève rien à la beauté et à la prévalence réelle de ce nombre dans de nombreux domaines. C'est un rappel que les mathématiques ne sont pas juste des équations ennuyeuses, mais un langage qui décrit l'univers, de la plus petite fleur à la plus grande galaxie. En conclusion, le nombre d'or, ou phi, est bien plus qu'un simple chiffre. C'est une proportion qui incarne l'harmonie, l'équilibre et la beauté. De la suite de Fibonacci à la spirale dorée, il nous montre les liens profonds qui unissent les mathématiques, l'art et le monde naturel. La prochaine fois que vous vous promènerez dans la nature ou que vous visiterez un musée, gardez l'œil ouvert. Vous pourriez bien apercevoir ce code secret caché à la vue de tous, une signature de l'élégance de l'univers. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les tournesols, les coquillages et même les galaxies ont l'air si parfaits? Comme si un artiste cosmique avait suivi un plan secret pour les concevoir.
Eh bien, ce plan existe et il porte un nom, le nombre d'or. Le nombre d'or, souvent représenté par la lettre grecque phi, est un nombre irrationnel qui vaut environ 1618. Ce n'est pas juste un chiffre abstrait pour les matheux, c'est une proportion, une règle de design que la nature semble adorer. Quand on divise une ligne en deux parties, de sorte que le rapport de la longueur totale à la plus grande partie soit égal au rapport de la grande partie à la petite, on obtient le nombre d'or. Ça peut sembler compliqué, mais visuellement, c'est incroyablement harmonieux pour notre œil. C'est la recette secrète de la beauté. Prenons l'exemple le plus célèbre. Le tournesol. Regardez attentivement le cœur d'un tournesol mature. Vous verrez que les graines ne sont pas disposées au hasard. Elles forment des spirales qui partent du centre vers l'extérieur. Si vous comptez ces spirales, vous remarquerez quelque chose d'étonnant. Il y a généralement un certain nombre de spirales dans le sens des aiguilles d'une montre et un autre nombre dans le sens inverse. Et ces deux nombres, ce sont très souvent des nombres consécutifs de la suite de Fibonacci, comme 34 et 55 ou 55 et 89. Et quel est le lien avec le nombre d'or? La suite de Fibonacci est une série de nombres où chaque nombre est la somme des deux précédents. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 et ainsi de suite. Si vous divisez un nombre de cette suite par celui qui le précède, plus vous avancez dans la suite, plus le résultat se rapproche. Du nombre d'or à 1618, c'est magique. Cette disposition en spirale de Fibonacci permet au tournesol d'entasser le plus de graines possible de la manière la plus efficace, en s'assurant que chaque graine reçoit un maximum de lumière et d'air. C'est de l'optimisation naturelle pure et dure. Ce n'est pas seulement le tournesol, pensez aux pommes de pin. Leurs écailles sont aussi arrangées en deux jeux de spirales qui suivent les nombres de Fibonacci. C'est la même logique, une croissance optimale. Ou encore l'ananas, dont la peau est couverte de losanges qui forment, vous l'avez deviné, des spirales de Fibonacci. La nature est une mathématicienne incroyablement douée. Maintenant, plongeons dans l'océan. Vous connaissez le nautile? Ce magnifique coquillage qui ressemble à une œuvre d'art. Si on le coupe en deux, on découvre une spirale parfaite à l'intérieur. C'est une spirale logarithmique. À mesure que le nautile grandit, il construit de nouvelles chambres, chacune plus grande que la précédente, mais toujours selon la même proportion. Et le taux de croissance de cette spirale est très proche du nombre d'or. Cette forme permet au coquillage de grandir sans changer de forme, une solution élégante pour se développer tout en conservant son hydrodynamisme. C'est comme avoir une maison qui s'agrandit avec vous, mais qui reste toujours aussi fonctionnelle. On retrouve cette spirale dorée un peu partout. Les cornes de certains béliers, la forme des vagues qui déferlent et même la manière dont une fougère se déploie. Chaque nouvelle feuille se déroule en suivant cette courbe gracieuse. C'est un motif de croissance fondamentale, une signature de l'efficacité et de l'élégance dans le monde vivant. Maintenant, levons les yeux vers le ciel, vers l'infiniment grand. Les galaxies. On entend souvent dire que les bras spiraux des galaxies, comme notre propre Voie lactée, suivent la spirale d'or. C'est une idée incroyablement poétique, n'est-ce pas? L'univers entier obéissant à la même règle mathématique, du plus petit coquillage à la plus vaste galaxie. Ici, il faut être un peu prudent. C'est un sujet de débat chez les scientifiques. De nombreuses galaxies spirales ont des bras qui peuvent être décrits par des spirales logarithmiques, c'est vrai. Cependant, affirmer qu'elles suivent toutes précisément la spirale d'or est une exagération. Les forces gravitationnelles complexes, les interactions avec d'autres galaxies, la matière noire, tout cela influence leur forme. Certaines galaxies s'en approchent, mais ce n'est pas une règle universelle comme pour le tournesol. C'est un bel exemple de la façon dont une idée séduisante peut parfois être simplifiée à l'extrême. La réalité est souvent plus nuancée, mais pas moins fascinante.
C'est là qu'il est important de faire la part des choses. Le nombre d'or est partout, mais il n'est pas partout de la même manière. Il est facile de se laisser emporter et de vouloir le voir dans chaque feuille, chaque nuage, chaque visage. C'est ce qu'on appelle la pareidolie, notre tendance à voir des formes familières dans des motifs aléatoires. Par exemple, l'idée que le corps humain est parfaitement proportionné selon le nombre d'or, comme l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, est plus un idéal artistique qu'une réalité biologique stricte. Oui, on peut trouver des rapports proches de 1618 dans les proportions du corps, mais les variations d'un individu à l'autre sont énormes. Le nombre d'or en art est un guide pour créer l'harmonie, pas une loi de la nature gravée dans notre ADN. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Le nombre d'or et la suite de Fibonacci sont bien des motifs récurrents et fondamentaux dans la nature, surtout quand il s'agit de croissance et d'optimisation. Chez les plantes, pour maximiser l'exposition au soleil, ou dans les coquillages, pour grandir de manière proportionnelle, ce code mathématique offre la solution la plus efficace. C'est une preuve stupéfiante que les mathématiques ne sont pas juste une invention humaine, mais le langage même de l'univers. Cependant, il faut aussi garder un esprit critique. Le nombre d'or est devenu un concept tellement populaire qu'on a tendance à l'appliquer un peu partout, parfois sans fondement scientifique solide, comme pour les galaxies ou le marché boursier. La vraie beauté, c'est de comprendre pourquoi ce nombre apparaît. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique, de la biologie, de l'optimisation. La nature, par le processus d'évolution, a simplement trouvé la solution la plus élégante à des problèmes complexes. La prochaine fois que vous marcherez dans la nature, prenez un moment pour observer. Regardez la disposition des pétales d'une fleur, les écailles d'une pomme de pin ou la forme d'un coquillage sur la plage. Vous ne verrez plus seulement un objet, mais un chef-d'œuvre de design mathématique, une manifestation visible d'un code secret qui régit la croissance et la beauté du monde qui nous entoure. C'est une invitation à voir le monde avec un regard nouveau, un regard qui apprécie l'ordre caché dans le chaos apparent. Avez-vous déjà remarqué que certaines choses sont tout simplement belles? Une fleur, une coquille de nautile, un visage, ou même un bâtiment ancien. Et si je vous disais qu'un simple nombre pourrait être la clé secrète de cette beauté universelle? Ce nombre, c'est le nombre d'or, aussi appelé la divine proportion. On le retrouve partout, de l'ADN humain aux galaxies lointaines. Mais dans l'art, l'architecture et le design, son rôle est-il une réalité mathématique ou juste un mythe tenace? Commençons par un voyage dans le temps, direction la Grèce antique. Devant nous, le Panthéon, majestueux sur l'acropole d'Athènes. Pendant des siècles, on a affirmé que sa façade s'inscrivait parfaitement dans un rectangle d'or. L'idée est séduisante. Les architectes grecs, maîtres de la géométrie, auraient utilisé cette proportion divine pour atteindre une harmonie parfaite. C'est une histoire qu'on adore raconter. Mais attention, la réalité est plus complexe. De nombreuses analyses modernes montrent que les dimensions du Panthéon ne correspondent pas exactement au nombre d'or. Les rectangles qu'on trace sont souvent approximatifs et il n'existe aucun texte d'époque pour confirmer cette intention. Alors, coïncidence? Ou peut-être que notre œil moderne, obsédé par cette idée, projette simplement le nombre d'or là où il voudrait le voir. Le mystère reste entier. Maintenant, sautons à la Renaissance et rencontrons un génie absolu, Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, ce célèbre dessin d'un homme dans un cercle et un carré, est souvent cité comme l'exemple parfait de l'application du nombre d'or aux corps humains. De Vinci, fasciné par les proportions, aurait utilisé le nombre d'or pour représenter l'homme idéal. Pareil pour Mona Lisa. On dit que les proportions de son visage, du front au menton, du nez aux lèvres, obéissent à la divine proportion. C'est ce qui la rendrait si captivante. Mais là encore, les preuves directes manquent. Léonard de Vinci a beaucoup écrit sur les proportions, mais il ne mentionne jamais explicitement le nombre d'or dans ses carnets. Était-ce un secret d'atelier, une connaissance implicite, ou simplement
une coïncidence troublante née de son incroyable sens de l'harmonie. Avançons jusqu'à nos jours. Le design moderne est-il lui aussi touché par cette fièvre de l'or? Pensez au logo d'Apple, à celui de Twitter, ou même à la mise en page de certains sites web. Des designers affirment utiliser le nombre d'or pour créer des compositions équilibrées et esthétiquement agréables. Un architecte célèbre du XXe siècle, Le Corbusier, a même créé son propre système de mesure, le modulor, basé sur le nombre d'or et les proportions humaines pour concevoir ses bâtiments. Ici, l'intention est claire et documentée. Le nombre d'or n'est plus un secret antique, mais un outil concret, une grille de lecture pour guider la créativité et structurer l'espace. Il aide à décider où placer un bouton, quelle taille donner à une image, comment organiser un texte. Il devient une recette pour une beauté fonctionnelle. Alors, le nombre d'or, loi fondamentale de l'univers ou simple mythe visuel? La réponse est probablement entre les deux. Il est indéniable que notre cerveau semble programmé pour apprécier les proportions liées à ce nombre. C'est peut-être un héritage de notre évolution, une reconnaissance instinctive de motifs qui signalent la vie et la croissance. Mais il est aussi vrai que nous avons tendance à voir le nombre d'or partout, même là où il n'a jamais été intentionnellement placé. C'est un peu comme voir des formes dans les nuages. Au final, que ce soit une coïncidence cosmique, un outil de designer ou un grand mythe culturel, le nombre d'or nous rappelle une chose essentielle. Nous sommes constamment à la recherche d'ordre, d'harmonie et de beauté dans le monde qui nous entoure. Saviez-vous que la beauté n'est pas qu'une question de goût? En réalité, notre cerveau est programmé pour trouver certaines choses plus belles que d'autres. C'est fascinant, non? On va plonger dans les secrets de notre perception et découvrir pourquoi on est attiré par certaines formes et certains visages. Alors, pourquoi le cerveau aime-t-il certaines proportions plus que d'autres? La réponse se trouve souvent dans un concept presque magique, le nombre d'or. Aussi appelé la divine proportion, c'est un ratio mathématique qu'on retrouve partout dans la nature. Des coquilles, d'escargots, aux pétales de fleurs, en passant par les galaxies spirales. Maintenant, parlons de l'esthétique et de la perception visuelle. Quand nos yeux voient une image, l'information voyage jusqu'à notre cortex visuel. Mais ce n'est que le début. Le cerveau analyse ensuite les formes, les couleurs et les lignes. Des zones spécifiques, comme le cortex préfrontal, s'activent lorsque nous jugeons quelque chose de beau. Ce qui est incroyable, c'est que cette activation libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Oui, regarder quelque chose de beau nous procure littéralement une sensation de bien-être, presque comme manger du chocolat ou écouter sa chanson préférée. La symétrie joue aussi un rôle crucial. Un visage symétrique est souvent perçu comme plus attirant, car notre cerveau l'associe inconsciemment à une bonne santé et à de bons gènes. C'est un héritage de notre passé évolutif, où choisir un partenaire en bonne santé était vital pour la survie de l'espèce. De nombreuses études scientifiques confirment tout ça. Des chercheurs ont montré à des participants des séries de visages, certains modifiés pour être plus ou moins symétriques ou pour se rapprocher du nombre d'or. Les résultats sont clairs. Les visages qui respectent ces proportions sont jugés plus beaux, et ce, à travers différentes cultures. Une expérience intéressante a utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'IRMF. Elle a montré que lorsque les gens regardent des œuvres d'art considérées comme belles, comme la naissance de Vénus de Botticelli, les mêmes zones du cerveau liées au plaisir s'illuminent. Cela prouve que notre réaction à la beauté n'est pas seulement subjective, elle est aussi neurologique. Le cerveau ne se contente pas de voir, il ressent la beauté. En résumé, la beauté est un dialogue complexe entre les mathématiques, de la nature et la biologie de notre cerveau. Le nombre d'or, la symétrie et les motifs familiers créent une harmonie que notre esprit est câblé pour apprécier. La prochaine fois que vous trouverez quelque chose de magnifique, souvenez-vous que ce n'est pas juste vous,
c'est toute la science de votre cerveau qui est à l'œuvre, transformant une simple perception visuelle en une véritable expérience de plaisir. La beauté est vraiment partout autour de nous. Il suffit de savoir où regarder et surtout de comprendre pourquoi on aime regarder. La proportion divine, ce ratio magique qui serait caché absolument partout, des pyramides d'Égypte au logo d'Apple, en passant par les œuvres de Léonard de Vinci. On nous dit que c'est la clé de l'harmonie, le secret de la beauté universelle. Mais si je vous disais que toute cette histoire n'est peut-être qu'un immense malentendu, voire une manipulation, accrochez-vous, on va déconstruire ce mythe ensemble. Le premier problème, c'est ce qu'on appelle les sélections biaisées. Prenons l'exemple du Panthéon à Athènes. On vous montre une façade, on trace un rectangle doré dessus, et hop, la preuve est faite. Mais pourquoi cette façade-là ? Pourquoi pas une autre partie du bâtiment ? Pourquoi ne pas inclure le toit ou les fondations ? En réalité, on choisit spécifiquement les éléments qui collent à la théorie, et on ignore tout le reste. Un autre exemple flagrant, c'est le nautile. On voit partout cette magnifique spirale qui serait une spirale d'or. C'est vrai, c'est une spirale logarithmique, mais son ratio n'a rien à voir avec le nombre d'or. Ensuite, il y a la confirmation visuelle. On nous présente une peinture de la Renaissance, on y superpose des lignes et des rectangles dorés un peu partout. Forcément, notre œil est guidé et on se dit « Ah oui, c'est évident ». Sauf que si on cherche bien, on peut trouver n'importe quel ratio dans une œuvre complexe. On pourrait faire la même chose avec le nombre pi ou la racine carrée de 2 et ça marcherait aussi. C'est un peu comme regarder les nuages et y voir des formes d'animaux. Notre cerveau est programmé pour trouver des motifs, même là où il n'y en a pas. Le corps humain, parlons-en. Le fameux homme de Vitruve, de Léonard de Vinci. On prétend que le rapport entre la hauteur totale et la hauteur du nombril est égal au nombre d'or. C'est faux. Des milliers de mesures ont été faites et la moyenne est loin du compte. On a tellement envie d'y croire qu'on arrondit, on ajuste, on triche un peu. On dit « c'est à peu près ça ». Mais en science, à peu près, ça ne suffit pas. Alors, pourquoi ce mythe est-il si tenace ? Pourquoi on voit le nombre d'or partout ? D'abord, parce que c'est une belle histoire. L'idée qu'une formule mathématique simple puisse expliquer la beauté du monde, c'est très séduisant, c'est rassurant. C'est une quête d'ordre dans un univers qui nous paraît souvent chaotique. Le nombre d'or donne l'impression d'avoir percé un secret cosmique. Ensuite, il y a un effet boule de neige. Un livre à succès, un documentaire, un article de blog, l'information est répétée en boucle, souvent sans être vérifiée. Chaque nouvelle mention renforce la croyance collective. On finit par l'accepter comme une vérité établie, sans jamais questionner les sources. Le nombre d'or est devenu une sorte de mème culturel qui se propage tout seul. Enfin, il faut l'avouer, le ratio 1,6 est esthétiquement agréable pour l'œil humain. C'est une proportion équilibrée, ni trop carrée, ni trop allongée. Beaucoup de nos objets du quotidien, comme les cartes de crédit ou les écrans, ont des proportions similaires. Mais est-ce parce qu'ils suivent le nombre d'or ou simplement parce que c'est une forme pratique et plaisante ? La nuance est importante. Ce n'est pas une loi universelle magique, mais plutôt une préférence humaine, parmi d'autres. En conclusion, le nombre d'or n'est pas cette formule mystique omniprésente qu'on nous vend. C'est plutôt un mélange de coïncidences, de mesures approximatives, de sélections biaisées et d'une bonne dose de désir d'y croire. C'est un mythe moderne fascinant qui nous en dit plus sur notre propre psychologie que sur les lois de l'univers. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous impressionner avec le secret du nombre d'or, vous saurez quoi lui répondre. Le monde est bien plus complexe et intéressant qu'une simple équation. Alors, pour résumer tout ce qu'on a vu ensemble, le nombre d'or, pi, c'est cette constante mathématique fascinante, environ 1,618 qu'on retrouve un peu partout. On a exploré sa présence surprenante dans la nature, des spirales des coquillages aux pétales des fleurs. On a vu comment les artistes et les architectes
de l'Antiquité à nos jours, l'ont utilisé pour créer des œuvres qui nous semblent harmonieuses, équilibrées, bref, belles. On a même plongé dans le monde moderne, découvrant son influence discrète dans le design de nos logos préférés ou l'interface de nos applications. Mais au-delà de cette simple présence, qu'est-ce que ça nous dit vraiment ? Pourquoi ce nombre, cette proportion, nous touche-t-il autant ? C'est là qu'on quitte un peu les maths pour entrer dans la philosophie. Est-ce que la beauté est une simple formule mathématique ? Est-ce que notre cerveau est câblé pour apprécier ces proportions spécifiques ? Ou est-ce que le nombre d'or est simplement le reflet d'une harmonie plus profonde, d'un ordre caché dans l'univers ? Ça pose des questions vertigineuses sur la nature de la réalité, sur ce qui lie notre conscience au monde qui nous entoure. On pourrait presque y voir une sorte de langage universel, une signature discrète laissée par les lois de la physique dans la structure même des choses. C'est une idée poétique, non ? L'idée que l'univers lui-même est un sens de l'esthétique. Maintenant, attention, il faut garder la tête froide et l'esprit critique bien aiguisé. Le nombre d'or est un sujet qui a fasciné tellement de monde qu'il est parfois victime de son propre succès. On a tendance à vouloir le voir partout, même là où il n'est pas. C'est un biais de confirmation classique. On cherche quelque chose et, hop, on finit par le trouver. Beaucoup d'exemples historiques, comme le Panthéon ou les pyramides, sont en réalité des surinterprétations modernes. Les mesures ne correspondent pas toujours parfaitement, et souvent, il n'y a aucune preuve que les constructeurs de l'époque connaissaient et utilisaient consciemment cette proportion. La science nous demande d'être rigoureux. Avant de crier au génie ou au mystère, il faut mesurer, vérifier, comparer. Est-ce que la présence du nombre d'or est statistiquement significative ou est-ce juste une coïncidence parmi tant d'autres ? C'est important de séparer le fait avéré de l'interprétation séduisante. Le monde est déjà assez mystérieux et fascinant sans avoir besoin de lui inventer des secrets supplémentaires. La vraie beauté de la science, c'est justement de démêler le vrai du faux, d'expliquer l'émerveillement sans le détruire. Alors, pour conclure cette aventure, je vous lance un défi. La prochaine fois que vous vous promènerez dans la nature, que vous visiterez un musée, ou même que vous ferez défiler votre fil d'actualité, ouvrez l'œil. Essayez de repérer ces proportions, ces spirales, ces équilibres qui rappellent le nombre d'or. Mais ne vous arrêtez pas là. Posez-vous la question, est-ce que je le vois vraiment ou est-ce que je veux le voir ? Prenez une règle, mesurez, calculez si ça vous amuse. Cultivez votre curiosité, mais aussi votre scepticisme. C'est ça, la véritable démarche intellectuelle. S'émerveiller du monde tout en cherchant à le comprendre avec rigueur. Partagez vos trouvailles et vos doutes dans les commentaires. Je suis super curieux de lire vos expériences. Le débat est ouvert. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Et si ce voyage entre science, art et philosophie vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations. À très bientôt.